Bonjour et bienvenue au centre de fertilité du CHF. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les informations importantes concernant votre traitement de fécondation in vitro. Lorsque nous faisons une fécondation, nous allons organiser la rencontre de vos ovocytes et des spermatozoïdes au laboratoire, donc en dehors de votre corps. Nous devons donc disposer des deux au laboratoire. Pour les spermatozoïdes, c'est relativement simple. Le jour J, dans la plupart des cas, le partenaire masculin fait un recueil de sperme au laboratoire après une abstinence sexuelle de 1 à 2 jours. Dans d'autres cas, nous utilisons un sperme congelé qui provienne du partenaire masculin ou d'un donneur de sperme. Pour les ovocytes, c'est un peu plus complexe puisque nous devons les extraire des ovaires. Pour cela, vous allez d'abord recevoir un traitement de stimulation ovarienne qui, dans un premier temps, va comporter 2 médicaments. Un médicament pour stimuler la croissance des follicules et un deuxième médicament pour empêcher une ovulation spontanée. Car si une ovulation se produisait, alors tous vos ovocytes seraient libérés dans votre ventre et plus personne ne pourrait les sortir. Il faut donc qu'ils restent dans l'ovaire jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. La façon dont vos ovaires vont répondre à ce traitement de stimulation sera suivie ou monitorée par des échographies et des dosages hormonaux par des prises de sang répétées entre 2 et 4 fois, jusqu'à ce que la taille des follicules, c'est-à-dire le diamètre des petits ronds noirs que l'on peut observer à l'échographie des ovaires, soit suffisamment grand, et jusqu'à ce que votre taux d'hormones, d'œstradiol en l'occurrence, dans le sang soit suffisamment monté. Quand cela sera le cas, vous recevrez un troisième médicament qui est toujours le même, il s'appelle Ovitrel, sous forme d'une seule et unique injection. Et ce médicament, il va entraîner les dernières étapes de la maturation des ovocytes. Environ 36 heures après cette dernière injection, vous aurez votre recueil d'ovocytes. C'est ce qu'on appelle la ponction folliculaire. Cette ponction sera réalisée sous anesthésie, ce qui veut dire que vous devrez également voir l'anesthésiste en consultation avant ce geste. La ponction sera également réalisée sous contrôle échographique à l'aide d'une sonde d'échographie endovaginale, comme sur ce schéma. Sur la sonde sera fixée l'aiguille de ponction qui est reliée à un tube, et le tube lui-même est relié à une pompe d'aspiration. Au cours de la ponction, l'aiguille va traverser la paroi postérieure du vagin pour arriver dans l'ovaire, et plus précisément dans le premier follicule qui se trouvera à la surface de l'ovaire. Puis, à l'aide de la ponction, nous allons aspirer le contenu de ce follicule, le liquide folliculaire, et c'est avec ce liquide folliculaire que nous récupérerons l'ovocyte correspondant. Le follicule, c'est donc la structure ovarienne qui se trouve autour de l'ovocyte. Ce sont les follicules qui vont grossir sous l'effet de votre stimulation, et à la fin de la stimulation, un follicule mesure à peu près 2 cm. Il est donc possible de le voir facilement à l'échographie sous forme de ce rond noir. Mais l'ovocyte, la cellule qui nous intéresse nous pour la fécondation, il est certes la plus grande cellule du corps humain, mais il ne mesure qu'un dixième de millimètre. On ne peut donc pas voir d'ovocyte à l'échographie, mais seulement plus tard au laboratoire sous le microscope. Alors quand le premier follicule aura été aspiré, l'aiguille sera poussée quelques millimètres plus loin, elle arrivera dans le follicule suivant, et ainsi de suite, tous les follicules qui se seront développés sous l'effet de votre traitement seront aspirés. Et à la fin de ce geste, il y aura un certain nombre de tubes, comme celui-ci, remplis de vos liquides folliculaires. Ces tubes seront alors placés dans un incubateur portable qui va les maintenir à 35 degrés. Puis, ils seront acheminés ici au laboratoire.
Dès que nous recevons vos liquides folliculaires, nous allons les observer sous une loupe grossissante de manière à trouver les ovocytes. Nous allons placer ces ovocytes dans un milieu de culture et nous allons préparer le sperme. Cette préparation consiste en une sélection des spermatozoïdes les plus mobiles et les plus normaux. Puis, pour organiser leur rencontre, nous disposons de deux options techniques différentes. La première, c'est la fécondation in vitro classique ou conventionnelle. La deuxième, c'est la fécondation in vitro avec micro-injection. La FIV conventionnelle existe depuis plus de 40 ans, puisque le premier bébé FIV est né en 1978. Dans une FIV conventionnelle, qui vous est montrée sur la partie gauche de ce schéma, nous allons placer chaque ovocyte dans une microgoutte de milieu de culture. Puis, nous allons ajouter environ 10 000 spermatozoïdes parfaitement mobiles dans chaque goutte. Puis, nous les laissons faire ce qu'ils auraient dû faire naturellement dans la trompe. Cette technique est donc particulièrement adaptée à toutes les situations où le sperme est strictement normal. Lorsque tel n'est pas le cas, nous utilisons une technique de FIV-ICSI. L'ICSI étant l'abréviation d'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Cette technique, un peu plus récente que la précédente, avec une première naissance en 1992, consiste donc en l'injection d'un spermatozoïde directement à l'intérieur même de l'ovocyte en utilisant deux micro-instruments. Mais avant de pouvoir approcher l'ovocyte avec ces micro-instruments, nous devons le préparer davantage. Car quand on retire les ovocytes de vos ovaires, ils ne sont pas tout nus, mais ils sont entourés de plusieurs couches de petites cellules. Et sous la loupe, cela ressemble un peu à un petit nuage où l'ovocyte se trouverait au milieu. C'est la raison pour laquelle nous appelons cela le cumulus. Donc lorsqu'on veut faire une technique d'ICSI, il faut d'abord enlever ce cumulus, moyennant un traitement enzymatique à base de hyaluronidase. Cette enzyme va déconnecter les cellules du cumulus de l'ovocyte, et après ce traitement enzymatique, l'ovocyte, il se présente comme sur les images suivantes. Le voici, c'est une grande cellule ronde. Elle est entourée d'une enveloppe transparente qu'on appelle la zone pellucide. Et c'est donc cet ensemble qui mesure environ 1/10 de millimètre de diamètre. Auparavant, il y avait là tout autour ce cumulus. Dans cet exemple concret, les cellules du cumulus ont été complètement enlevées. On peut alors avancer les deux instruments. À gauche ici, une pipette de contention. Elle sert à tenir l'ovocyte en place. Autrement, il roulerait dans la boîte. En face, nous avons la micro-aiguille d'injection. Elle est extrêmement fine. Elle ne mesure que 5 à 6 millièmes de millimètre de diamètre. Donc, juste assez grosse pour prendre un spermatozoïde. Et il est possible de voir ce petit point dans l'aiguille. C'est la tête du spermatozoïde. Et cette image vous illustre également la différence de taille entre ce tout petit spermatozoïde et ce très grand ovocyte. Ensuite, nous allons faire avancer cette aiguille à l'aide d'une assistance mécanique ou électronique, de manière à ce qu'elle pénètre dans l'ovocyte, comme sur cette troisième image. Et à ce moment-là, nous pouvons déposer le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte. Et vous aurez compris qu'en utilisant cette technique, il ne nous faut pas des dizaines de milliers, mais un seul spermatozoïde par ovocyte. Alors, quand cette opération est terminée, la boîte de culture qui contient les ovocytes injectés, ou celle qui contient les ovocytes mis en fécondation in vitro classique, sera placée dans un incubateur. Au CHL, nous travaillons avec des incubateurs qu'on appelle des benchtop. Ce sont des incubateurs compartimentés, de manière à ce que chaque couple de patients ait son propre compartiment. Le lendemain, nous sommes alors
à J1, nous allons changer ce milieu de culture et à cette occasion, nous pourrons voir des signes de fécondation, que sont ces deux petits ronds que vous voyez au milieu de l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle les pronoyaux, ou PN. Ça, c'est donc un ovocyte à 2 PN, ce qui veut dire que la fécondation, elle y est en cours. Mais elle n'est pas encore terminée, car ça, ce n'est pas encore un embryon, c'est juste un ovocyte fécondé. Et personne ne pourra prédire avec certitude ce qui se passera le lendemain. Et c'est la raison pour laquelle, à J1, on ne vous appellera pas, on ne vous donnera pas de nouvelles, mais on vous appellera à J2, le matin, entre 7h30 et 9h. C'est donc dans ce créneau que vous devrez être joignable. C'est à ce moment-là que nous pourrons vous dire s'il y a des embryons, combien d'embryons il y a, quelle qualité ils sont, et à quel moment il faudra venir pour le transfert dans l'utérus. La qualité des embryons, c'est une qualité morphologique. Ce qui veut dire que nous allons les classer du plus beau au moins beau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bel embryon? C'est un embryon qui est comme sur cette photo. C'est un embryon qui, au 2e jour, présente déjà 4 cellules ou 8 cellules au 3e jour. Idéalement, ces 4 cellules sont de même taille. Idéalement, elles ont chacune un noyau et un seul. Idéalement, elles sont symétriquement disposées dans l'espace. Et idéalement, il n'y a pas de fragments autour. Ces fragments peuvent apparaître lorsque, par exemple, une de ces cellules s'arrête dans son développement et se dégrade ensuite en fragments. Or, ces fragments ne peuvent pas disparaître puisque, comme vous le voyez, autour de cet embryon, il y a toujours la zone pellucide, l'ancienne enveloppe de l'ovocyte. Alors, un embryon qui présente tous les critères que je viens de vous citer est appelé un embryon de grade 1. C'est le plus beau. Ensuite, il y a des embryons qui ont quelques imperfections mineures, comme par exemple des cellules de taille inégale. On les appelle des embryons de grade 2. Ils sont également de qualité correcte. Et parfois, il y a des embryons de grade 3. En voici un. Cet embryon, il présente de très nombreux fragments, puisque la moitié de son volume ici est rempli de petits fragments. Un tel embryon est dit de grade 3 et présente des chances d'implantation nettement inférieures. Mais dans les cas où on ne disposerait que d'embryons de grade 3, on les utiliserait malgré tout, du moins pour le transfert frais, pas pour la congélation. Si le but est de congeler des embryons, on ne ferait pas ça avec un embryon comme celui-ci, mais on lui laisserait une seconde chance en le conservant 3 à 4 jours de plus au laboratoire, jusqu'au 5e, parfois 6e jour. Et parfois, malheureusement pas très souvent, un embryon qui au 2e jour n'était pas beau reprend un développement normal et atteint une qualité suffisante pour être congelé au 5e ou 6e jour. Lors de notre appel téléphonique au 2e jour, nous allons également vous préciser votre rendez-vous pour le transfert. Ce transfert est effectué habituellement au 2e jour, sauf si le 2e jour tombe un dimanche, auquel cas nous transférons au 3e jour. Dans certains cas, nous pouvons aussi reporter le transfert au 5e, voire au 6e jour. Alors, avant de faire un transfert, il faut se mettre d'accord sur le nombre d'embryons à transférer. Pour les femmes jusqu'à 35 ans inclus, on transfère en général un seul embryon. Parce que c'est dans cette catégorie d'âge que les résultats sont les meilleurs. Pour les femmes de plus de 37 ans, on conseille plutôt un transfert de 2 embryons. Et entre 35 et 37 ans, c'est une question qui est sujette à discussion.
Le fait de transférer 2 embryons permet d'augmenter les chances qu'au moins un des deux s'implante et conduise à une grossesse. Mais cela veut dire également que le couple accepte le risque que les deux s'implantent. Et alors, il y aura des jumeaux. Techniquement, le transfert est un geste très simple. Il ne nécessite aucune anesthésie et se fait donc en ambulatoire. Pour le transfert, il faudra donc revenir au centre de fertilité avec votre conjoint, conjointe, dont la présence est strictement nécessaire. Vous, madame, vous serez installée sur une table gynécologique. Le gynécologue va mettre en place un spéculaire, comme pour un examen de routine. Au laboratoire, nous allons prendre un cathéter de transfert embryonnaire, comme celui-ci. C'est un cathéter très souple, avec lequel nous allons donc prélever le plus bel embryon, ou parfois les deux les plus beaux. On va les prélever dans leur petit goutte, on va les monter dans le cathéter, présenter ce cathéter au gynécologue, qui va l'introduire dans votre utérus en passant par le col, avec de nouveau un contrôle échographique, mais cette fois-ci juste avec une sonde posée sur votre ventre. Et auparavant, on vous aura demandé de boire de l'eau pour remplir votre vessie. Vous pouvez également voir la raison sur ce schéma. Ici, la vessie est vide. Et chez la plupart des femmes, quand la vessie est vide, l'utérus il est couché vers l'avant sur la vessie. Ce qui fait que, pour faire le transfert, il faut négocier un virage presque à angle droit, ce qui n'est pas toujours très facile avec un cathéter aussi souple. En revanche, lorsque vous buvez, votre vessie elle va se remplir, et plus elle va se remplir, plus elle va repousser l'utérus en arrière. Et à ce moment-là, le trajet devient presque rectiligne. Le transfert sera donc nettement plus facile avec une vessie pleine. Alors, dès que les embryons sont déposés dans l'utérus, nous allons retirer ce cathéter de transfert et vous pourrez vous relever et rentrer chez vous. Il n'y a pas de recommandation particulière pour les jours suivants. Vous vivrez votre vie normale. Maintenant, si nous avons d'autres embryons que celui ou ceux que nous voulions transférer, si les autres embryons sont également de bonne qualité, de grade 1, certains grade 2, nous pourrons les congeler. Congeler un embryon, cela veut dire que chaque embryon que nous souhaitons congeler, nous allons pouvoir le placer individuellement sur un petit dispositif comme celui-ci. C'est un dispositif de vitrification. Ensuite, nous allons placer ce dispositif dans une paillette, souder cette paillette aux deux extrémités et la placer dans l'azote liquide. L'azote liquide, c'est un milieu extrêmement froid, dont la température est de moins 196 degrés. Et à cette température extrême, il n'y aura plus de réaction chimique dans l'embryon, ce qui veut dire que l'embryon, il ne vieillira plus. Il sera hors du temps. Et en théorie, on pourrait les conserver sans aucune limitation de durée. Alors, en réalité, nous allons, dans un premier temps, le congeler pour 1 an. Et au bout d'1 an, en général pendant la période estivale, si vous avez toujours un embryon ou plusieurs embryons conservés dans notre laboratoire, vous allez recevoir un courrier de relance dans lequel nous allons vous demander si vous souhaitez prolonger cette conservation ou non. Et vous pourrez la prolonger en nous renvoyant le formulaire d'année en année, jusqu'à une limite, car il y en a une malgré tout, et ce sera votre 47e anniversaire. Pour que ce système de relance fonctionne bien, nous devons bien sûr disposer toujours de votre bonne adresse. Si vous déménagez, n'oubliez pas de nous prévenir
Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ces embryons congelés, c'est que quand on les décongèle, quand on réchauffe les paillettes, ils ne survivront pas tous. Actuellement, notre taux de survie est d'environ 95% en moyenne, ce qui veut dire que quelques-uns ne résistent pas et seront donc perdus à cet état. Ceux qui résistent donnent actuellement pratiquement le même taux de grossesse que les transferts d'embryons frais. Ce taux de grossesse dépend principalement de votre âge. Pour les femmes jusqu'à 35 ans, le taux de grossesse il sera d'au moins 40% par transfert. Pour les femmes âgées de 35 à 40 ans, le taux de grossesse sera entre 30 et 40% par transfert. Pour les femmes après 40 ans, il tombe à 20% par transfert. Et au-delà de 43 ans, il tombera en dessous de 10%. La congélation n'entraîne pas de risques supplémentaires, notamment en termes de malformation ou d'anomalies chromosomiques. Alors, maintenant, nous allons évoquer quelques informations concernant les problèmes techniques qui peuvent se présenter au cours de ce processus. Et le premier problème technique concerne la stimulation. Plus précisément, la réponse de vos ovaires au traitement. Cette réponse, elle peut être optimale. Elle peut aussi être trop faible ou trop forte. Une réponse trop faible, cela veut dire qu'il y a trop peu de follicules qui ont répondu, ou il y a quelques follicules, mais ils ne grossissent pas. À ce moment-là, le gynécologue peut encore augmenter la dose du médicament. Parfois, il doit annuler le traitement. Ce risque-là, il est très fortement lié à l'âge. Mais en dehors de l'âge, il y a deux autres facteurs prédictifs de la réponse ovarienne. Ce sont le nombre de petits follicules qu'il est possible de compter à l'échographie en dehors d'une stimulation en début d'un cycle menstruel. Et le deuxième facteur, c'est le taux d'une hormone que l'on peut doser dans le sang. C'est l'hormone antimullérienne ou AMH. Alors, la réponse ovarienne, elle peut aussi être trop forte. Et à ce moment-là, vous exposez au risque de la plus fréquente des complications des stimulations ovariennes. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. C'est une situation dans laquelle les ovaires deviennent très volumineux parce qu'ils sont le siège de nombreux follicules. Et ces gros ovaires hyperstimulés peuvent, dans certains cas, agir sur les reins et faire en sorte que les reins retiennent de l'eau et du sel dans votre corps. Si vous retenez de l'eau et du sel, cette eau elle va s'accumuler dans le ventre. C'est ce qu'on appelle une acide. Quand il y a de l'eau dans le ventre, cela va entraîner un certain nombre de symptômes. Tout d'abord, la douleur dans le bas-ventre. Ensuite, une sensation de ballonnement ou de dyspnée ou de nausée. Une prise de poids rapide. Et parfois, une gêne à la respiration, qu'on appelle une dyspnée. Ce sont là les signes classiques du syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Cette complication concerne entre 3 et 4% des patients, principalement les patientes les plus jeunes, les moins de 30 ans, mais aussi les patients qui présentent un trouble de l'ovulation fréquent que l'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, ou encore les patients qui ont des taux d'AMH très élevés. Si cela vous concerne, vous aurez donc ces symptômes, mais dans la plupart des cas, ils n'apparaissent qu'après la dernière injection, l'injection d'Oviflin, très rarement avant. Ce qui veut dire que quand les symptômes apparaissent, vous êtes déjà tout près de la ponction.
Cette ponction, elle sera maintenue dans tous les cas de figure, mais si au moment de la ponction, le gynécologue constate qu'il y a de l'eau dans le ventre, il va à ce moment-là annuler le transfert d'embryons frais et nous demander de congeler tous les embryons que nous pouvons congeler. On appelle ça le freeze-all. Ensuite, il va tout simplement attendre que l'ensemble de vos symptômes ait disparu, en général au bout de quelques semaines, pour ensuite programmer des transferts congelés. Dans certains cas, il est prévisible, avec une quasi-certitude, que cette complication va se présenter. Et dans ces cas-là, il est déjà possible de décider d'un freeze-all alors que vous n'avez aucun symptôme clinique. Voilà pour ce premier problème technique. Le deuxième problème technique concerne la recherche des ovocytes dans le liquide folliculaire après la ponction. Au laboratoire, nous nous attendons à trouver autant d'ovocytes que le gynécologue a compté de petits ronds noirs à l'échographie. Mais parfois, il y en a moins. Parce que certains de ces petits ronds noirs n'étaient pas de vrais follicules, mais seulement des kystes. Dans un kyste, il y a également du liquide. C'est pour cela qu'il est noir à l'échographie. Mais il n'y a jamais d'ovocytes dans un kyste. On peut donc trouver moins d'ovocytes que prévu initialement. Et, au pire des cas, il n'y en a aucun. C'est la ponction blanche. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Mais il faut savoir qu'elle existe. Le troisième problème technique concerne la maturité des ovocytes. Cela est particulièrement vrai dans la technique d'ICSI, puisque ce n'est qu'après avoir enlevé ces cellules du cumulus avec notre traitement enzymatique que nous pourrons voir les détails de l'ovocyte, des détails qui auparavant étaient masqués par le cumulus. Et il y a un détail qui est particulièrement important, c'est ce petit élément que vous voyez ici, entre l'ovocyte et la zone pellucide, on le voit là également. C'est ce qu'on appelle le premier globule polaire de l'ovocyte. Et ce premier globule polaire, l'ovocyte, il l'a expulsé quelques heures après votre dernière injection. Et seuls les ovocytes qui ont expulsé ce petit globule sont des ovocytes matures. Ils sont mûrs et donc aptes à être fécondés. Si maintenant on trouve les ovocytes comme les deux là, eh bien, vous pouvez constater qu'ils ne présentent pas de globule polaire. Ils ne l'ont pas expulsé, ils ne sont pas matures. Ce sont donc des ovocytes qui ne sont pas mûrs et qui ne sont pas aptes à la fécondation. C'est la raison pour laquelle nous les écartons dès le départ. Les autres, ceux qui ont expulsé leur petit globule polaire, seront donc injectés avec le spermatozoïde. Et à partir de là, nous nous attendons à ce qu'en moyenne, 70% des ovocytes que nous avons injectés deviennent des embryons. Et c'est à peu près la même proportion en fécondation in vitro classique. C'est une moyenne. Dans votre cas, ça peut être plus, ça peut être tous, ça peut aussi être moins. Et dans le pire des cas, il n'y a pas d'embryon. C'est un échec de fécondation complet. C'est de nouveau une situation très rare. Le risque est entre 1 et 4%. Mais il faut savoir qu'il existe. Alors nous arrivons maintenant à la dernière étape du traitement, c'est-à-dire ce qui se passe après le transfert. Et c'est là que nous pouvons rencontrer le problème technique qui est statistiquement de loin le plus fréquent. C'est-à-dire que jusque-là, tout s'est bien déroulé. Vous avez bien répondu, vous avez eu des ovocytes matures, des embryons de bonne qualité. Nous avons fait un transfert. Après ce transfert, vous avez attendu patiemment pendant 12 jours avant de faire un test de grossesse. Et voilà
que son résultat est négatif. Et ça, finalement, c'est l'issue statistiquement la plus fréquente, car si vous avez 40 ou un peu plus de 40% de chances de grossesse dans la meilleure des catégories d'âge, cela veut dire également que vous avez au moins 60% de risque que le test soit négatif. Et ça, c'est la limite de la méthode, compte tenu de la catégorie d'âge. Voilà. Vous avez maintenant une vue d'ensemble de l'ensemble du processus. Si il reste d'autres questions, le docteur Laurent Dache et moi-même sommes à votre disposition pour y répondre à l'occasion d'une consultation spécialisée. Nous vous souhaitons que votre traitement soit couronné de succès et vous remercions de votre attention.